Bonjour à tous. De nouveaux accrochages entre policiers et population, cette fois-ci à Kobli. On déplore un mort côté force de l'autre et un autre dans un état critique. Tout est parti d'une intervention d'un homme en uniforme pour arraisonner un colis de soja. Nous essayerons de comprendre un peu le fond de l'histoire avec le maire de la localité qui sera en direct sur ce plateau dans la rubrique décentralisation. L'écho des communes, c'est dans un instant. Lors de nos débats aussi, nous allons évoquer cette actualité-là pour comprendre s'il y a un moyen, s'il n'y a pas un moyen de contraindre les populations à respecter la République et ceux qui l'incarnent dans leurs fonctions et dans leur quotidien. Nos débats, c'est dans une demi-heure. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour la une des journaux. On va commencer par Fraternité, comme à notre habitude par ici. Fraternité, achat de téléphone et ordinateur de seconde main. De gros risques pour les acheteurs. Accès au financement des PME agricoles. Le coup de pouce du gouvernement, opération de lotissement, remembrement urbain, l'anarchie conjuguée au passé. Et puis plus en bas, pour vous aider à lire, session annuelle d'information, lancement de son site web et formation de médias. Le GIABA déterminé à donner un nouvel élan contre le phénomène de blanchiment de capitaux. Un dernier titre, lutte contre le trafic de drogue au Bénin. La police républicaine saisit 30 kg de chanvre indien. C'est à Pédipo dans le département du Zou. Nous passons à Matin Libre. Ce matin, un militaire lynché à mort à Kobli. Le problème de Soja reste entier. Le déchaîné du jeudi 2023. Les agodiers de la toile. Vous avez donc, je dois dire, la caricature de quelques femmes influentes sur les réseaux sociaux. Gaskiani, info politique nationale, l'insaisissable Nicéphore Soglo a placardé en manchette ce matin Gaskiani. Info, dynamisme, info, départ de Patrice Talon du pouvoir en 2026. Pas d'amalgame, la constitution est claire là-dessus. Et puis élection générale de 2026, la franchise pour faire révéler le caractère souverain du peuple. Le matin, commerce de produits vestimentaires en Afrique, le transport par valise. L'autre face de la concurrence déloyale, l'Assemblée nationale, balai de questions orales ou d'actualité ce jour, donc à l'hémicycle. Jupiter Info. Mélange de riz et de haricots, les pièges à éviter avec Atassi, avis à ceux qui aiment bien ce plat assez singulier du Bénin. La primeur coopération entre le Bénin et le Nigeria. Le président Talon reçu hier par son homologue à Bola Tinubu. Puis l'événement du jour, cadre de vie au Bénin, le gouvernement annule 635 opérations de lotissement. Passons à Dabarou maintenant, incendie dans un dépôt d'essence de contrebande à Sème craqué. Le gouvernement va s'expliquer aujourd'hui même, annonce le quotidien. La relève info, rencontre économique Bénin-France, 35 investisseurs français sous le charme de la GDIZ. Voici chez vous maintenant le matinal, lutte contre la sortie frauduleuse de Soja, la page 8. Le journal vous donne des détails sur cette actualité qu'un militaire a été tué à Kobli. Nous passons à la Nation, Conseil des ministres. 635 opérations de lotissement remembrement urbain ont été annulées. Nous présente donc le journal de services publics. Ainsi donc, faut-il dire, à la une des quotidiens parus ce matin, faut-il le détailler. Nous allons pour une deuxième lecture, notamment de Fraternité comme à notre habitude par ici. Et donc, en manchette ce matin, le journal a titré achat de téléphone et ordinateur de seconde main, de gros risques pour les acheteurs, accès au financement des PME agricoles, le coup de pouce du gouvernement, opération de lotissement, remembrement urbain, l'anarchie conjuguée désormais au passé. Et puis, session annuelle d'information, lancement de son site web et formation des médias. Le GIABA déterminé à donner un nouvel élan contre le phénomène de blanchiment de capitaux, lutte contre le trafic de drogue au Bénin. La police républicaine saisit 30 kg de chanvre indien à Pédipo, c'est dans le département du Zou au pays, à Goli notamment.
Ainsi donc, la une des journaux ce matin. Vous avez à l'intérieur de Fraternité quelques détails, notamment à la page 2, vous avez le compte rendu fidèle et intégral du Conseil des ministres tenu hier avec cette décision qui intéresse Fraternité, accès au financement des PME agricoles. Le Conseil des ministres a donné un coup de pouce, notamment à ces organisations économiques et d'affaires. Achetez le journal, lisez un peu ce qu'on peut retenir. Je dois dire des décisions prises hier, notamment à cette occasion-là. Et puis vous avez en point 4, pardon, le dernier point d'ailleurs, la liste de ceux qui ont été nommés. Cela s'appelle sous la rupture, mesures individuelles. Vous avez à la page 3 quelques actualités liées notamment, je dois dire, à la sécurité avec ce qui a fait la manchette de Fraternité ce matin. N'achetez plus de téléphone de deuxième main, ni d'ordinateur de seconde main. Cela pourrait être compromettant pour vous parce que il y a des risques que cela soit déjà utilisé pour des actes d'insécurité, de cybercriminalité. Si on vous le file, vous en serez certainement l'auteur. L'article de Ange Pauline Touama vous aide à mieux comprendre pourquoi il faut éviter d'acheter cela. À l'université d'Abou Mekalavi hier, l'actualité était au séminaire mercredi scientifique, donc, organisé par l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et médias donc du professeur Placide Clédio qui a parlé de la valorisation des rythmes traditionnels qui était au cœur donc des échanges, comment est-ce qu'il faut les conserver. Il y a eu une journée de réflexion et d'échange à ce propos. Il n'y a que le G5 Sahel définitivement enterré par ces deux derniers membres. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est l'actualité de la sous-région. Nous en parlons tout à l'heure lors de nos débats. Rendez-vous dans un instant. Ainsi donc, ce qu'on peut retenir, des articles intéressants dans Fraternité. Achetez le journal, informez-vous à la bonne source. Voici chez vous maintenant le bulletin de l'information. Nous sommes jeudi, vous devinez déjà qui est là pour la présentation. Ingrid Day. Bonjour Ingrid. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Dans votre bulletin de l'information, on aura les images de la signature du contrat de travail entre les 11 bénéficiaires du programme de perfectionnement, de reconversion, de requalification des demandeurs d'emploi et des entreprises américaines. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément et quelle sera la suite de ce partenariat? Wahab Alekbara a des explications pour nous. À suivre également le point du Forum économique Agrobusiness Bénin-France, initiative de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, APIEX Bénin. Le rendez-vous a permis aux entreprises et aux différents participants de s'enquérir de la nouvelle dynamique industrielle en cours actuellement au Bénin. Détail à suivre également. Voici le bulletin. Ingrid, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour Tanguy. Les 11 bénéficiaires du programme de perfectionnement, de reconversion et de qualification des demandeurs de l'emploi sont connus. Oui, Tanguy, ils se sont vus signer leur contrat de travail avec des entreprises américaines. C'était mardi à la faveur d'une cérémonie co-officiée par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Wahab Alikbara et Daoum Kwevi pour les précisions. Le programme de perfectionnement, de reconversion et de requalification des demandeurs d'emploi a été conçu pour répondre à la recherche de solutions novatrices aux défis du chômage au Bénin. Le partenaire ZELOS s'est mis aux côtés de la NPE pour concrétiser cette ambition qui s'est soldée par la signature de contrats à une dizaine de jeunes demandeurs d'emploi. À travers ZELOS, ce programme vise à accroître les capacités professionnelles en un premier temps de 200 demandeurs d'emploi et à favoriser leur reconversion dans des secteurs porteurs. Le ministère considère ce programme comme une pierre angulaire de la stratégie du gouvernement visant à soutenir le développement économique. Ils sont au total 11 bénéficiaires de ce programme qui auront désormais la possibilité de travailler au Bénin, mais avec des entreprises américaines. Et pour avoir tiré leur épingle du jeu parmi plusieurs d'autres demandeurs, la NPE les félicite. Travailler bien, montrer que les Béninois sont sérieux, de manière à ce que toutes les entreprises américaines, lorsqu'ils demandent du personnel en Afrique, ils ne citent que le Bénin. Ce sera grâce à vous. Les premiers qui vont décrocher les contrats,
si vous le faites bien, vous montrez votre sérieux, votre capacité à la résilience, à l'adaptation, à fournir les résultats, à l'efficacité. Si vous le faites, vous allez faire en sorte que des milliers, des millions de Béninois pourront être préférés à d'autres nationalités. Et je voudrais compter sur vous pour pouvoir, surtout les premiers, démontrer que les entreprises ne se sont pas trompées en vous choisissant. Très heureuse et satisfaite de ce parcours que nous avons effectué depuis des mois déjà. C'est vrai, ça n'a pas été facile et il fallait relever à chaque fois des défis. Et si je suis ici aujourd'hui, je me sens vraiment fière du travail que j'ai pu effectuer aussi avec mes collègues qui ont été sélectionnés. Nous nous rendons compte que nous n'avons pas tout fini, qu'il y a vraiment un grand défi qu'il faut relever. Et je pense qu'avec les autres aussi, nous sommes vraiment aptes à pouvoir aller jusqu'au bout. Le ministère de tutelle et les différentes personnalités présentes sont unanimes sur la nécessité pour les bénéficiaires de rester professionnels et ouverts à l'innovation. Il est attendu d'eux d'être les ambassadeurs du talent béninois et de contribuer à l'élévation de la réputation économique du pays. On reste à Cotonou et cette fois-ci avec Candide Ourinto qui nous résume ici les temps forts du Forum économique Agro-Business Bénin-France, organisé par l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin à Pièce Bénin. La rencontre a permis aux entreprises et différents participants de s'enquérir de la nouvelle dynamique industrielle en cours au Bénin. Cette rencontre économique entre le Bénin et la France, à travers les chefs d'entreprise ici réunis, est l'occasion trouvée pour présenter les différentes opportunités d'investissement et le climat des affaires au Bénin. L'initiative émane du Roadshow, organisé en juin 2023 en France, qui a permis d'aller à la rencontre des entrepreneurs français pour les amener à s'intéresser au Bénin. Plusieurs promesses ont découlé du Roadshow. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait cette synergie entre les entreprises qui viennent de l'étranger et vous qui êtes ici, qui connaissez le territoire, qui connaissez les problématiques, afin de faire en sorte que ces nouveaux investisseurs, ces investisseurs qui viennent, certains connaissent quand même un peu le Bénin parce que, ayant déjà travaillé pour le Bénin ou travaillant déjà au Bénin, que vous puissiez faire en sorte que des entreprises naissent, des projets naissent, afin de poursuivre le développement de notre pays. Nous voulons faire de ce pays un pays modèle en matière de développement économique inclusif. Entre autres entreprises françaises représentées à ce forum économique figure la Banque publique d'investissement en France, BPI France, qui a été l'un des initiateurs de cette rencontre. Elle propose d'ores et déjà des opportunités d'investissement dans les PME. Les entreprises béninoises ont de leur côté des attentes vis-à-vis de ce forum. BPI France est en capacité de faire du crédit à une PME béninoise, dans le cadre d'un contrat d'achat d'équipements et de services effectivement produits en France. Et ça fonctionne à partir d'1 million d'euros à des taux d'intérêt compétitifs sur des durées de maturité de 2 à 12 ans. Et on est également en capacité de co-investir. Et ce que j'attends, c'est bénéficier de l'expertise, recevoir de nouvelles technologies sur le plan de la production, des systèmes d'irrigation, pourquoi pas, pour paraphère ce que nous sommes déjà en train de faire si bien. Un creuset qui va permettre aux acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire de tisser des relations d'affaires avec les entreprises françaises. Le gouvernement salue l'initiative qu'il espère va se pérenniser. Le président Patrice Talon qui disait à Oslo en 2018, je cite, « Les opportunités sont immenses. Ceux d'entre vous qui oseront lire un peu sur le Bénin, venir au Bénin 1 ou 2 jours et prendre le risque d'investir, verront combien il est intéressant d'investir au Bénin. » Alors c'est sur ces mots du président de la République que je déclare ouvert le forum Agri-Business Bénin-France. C'est ainsi que le forum économique Agri-Business Bénin-France s'ouvre à Cotonou. Des résolutions ainsi que des engagements sont attendus des travaux en vue du renforcement de la dynamique de mécanisation agricole et de la transformation agroalimentaire au Bénin. Entreprise française et faire des sauts. En images maintenant, la deuxième édition de la foire Nati Label aura lieu à Nati Tengou,
du 15 décembre 2023 au 3 janvier 2024 sous le thème « Opportunités commerciales et brassage culturel, Nati Label, Carrefour des bonnes affaires ». Pour annoncer la nouvelle et les activités au programme, une conférence de presse est initiée. Maire, secrétaire exécutif et commissaires ont tour à tour et chacun en ce qui le concerne expliqué à la presse les modalités de participation et surtout les dispositions sécuritaires prises à cet effet. Éléments à suivre dans nos prochaines éditions. Nous irons à Grand Popo où le centre culturel finno-ouest africain Villa Caro offre désormais à la clientèle de son musée une galerie de Fa et une représentation de la déesse des eaux, Mami Wata. Des œuvres montrées au public au cours d'une soirée de vernissage couplée avec un concert. Retour ici sur les temps forts de l'événement avec Nassis Alossé. Dans les rayons du petit musée de Villa Caro implanté ici à Grand Popo, se côtoient désormais des symboles de l'art divinatoire des peuples ouest-africains. Une galerie de Fa, l'oracle en français, et une représentation de Mami Wata, la déesse des eaux. Ce projet tend à promouvoir les valeurs ancestrales et permettre aux étrangers à la tradition et à la culture béninoise de découvrir les pratiques culturelles et cultuelles de ces entités peu connues ou méconnues surtout par la jeunesse. L'idée est de permettre à la jeune génération de garder ses liens avec ses valeurs ancestrales et au cours de ce vernissage, le public a pu admirer ici la diversité des cultures des peuples à travers des œuvres ethnographiques. Un exemple d'engagement de ce centre culturel qui relie le Bénin à la Finlande. L'art étant l'expression libre des rêves, la culture reste et demeure le moteur qui l'attire. Ainsi donc, nous encourageons la compréhension interculturelle par nos expositions, et particulièrement celle-ci, celle de la Galerie du Fa et celle de Mami Wata. L'expression de la diversité des cultures des peuples a été montrée au public quelques heures plus tard à travers un concert sur le podium des artistes finlandais et africains. 23 ans déjà que Villa Caro déploie ses efforts pour la promotion des artistes et chercheurs de tous bords. À côté du musée et d'autres symboles culturels, le centre renferme des résidences qui accueillent en moyenne plus de 40 visiteurs par an. Mais actuellement, notre but est d'avoir 50% des artistes de l'Afrique et 50% de la Finlande. Et pour atteindre nos objectifs, on a besoin de financement local et le soutien du gouvernement du Bénin. L'exécutif, dont le porte-voix, a réaffirmé les ambitions autour de ce projet. Nous sommes ici aujourd'hui pour témoigner la volonté du gouvernement qui veut révéler notre nation à travers le grand projet que nous appelons la destination Bénin par notre identité. Créé en l'an 2000 pour servir comme un pont culturel entre la Finlande et l'Afrique de l'Ouest, Villa Caro, qui est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, se veut un grenier artistique et une source nourricière de la culture et de l'art. Tout le monde entier, je vais dire. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin Tanguy Agori. Merci beaucoup à vous, Ingrid Day. Ali Moumouni qui s'annonçait de fort belle manière pour dire qu'il est là pour l'actualité des sports. Allez, bonne journée à vous, Ingrid Day. Et demain, vous verrez par ici Ouakhabalik Baram. Mesdames et messieurs, dans la journée, vous aurez d'autres rendez-vous. L'information sur Canal 3 Bénin à 11h, le bulletin à 13h, la grande édition de la mi-journée. À 19h30, ce sera l'édition vespérale. En attendant tout cela, voici qu'Actu Matin continue. Et nous sommes maintenant à la page des sports. On va parler football ce matin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. On va commencer par la Ligue Pro.
Oui, la Ligue professionnelle du Bénin, la 10e journée, donc les rencontres de la première journée, s'il faut le dire ainsi, de cette façon, des phases retour de l'étape des rencontres retour pour cette première phase du championnat national ont démarré depuis hier. On commence par vous présenter ce matin le tableau des différents résultats des rencontres disputées. Et c'était donc hier, mercredi 6 décembre 2023, dans le septentrion. On commence par la victoire de Damissa qui était donc en déplacement. C'était face à Dynamo FC de Parakou. C'était donc au niveau du stade municipal de Parakou. 4-0 pour la formation de Damissa qui reprend donc désormais le lead au niveau de cette zone. Damissa devient donc leader de la zone A après donc la 10e journée. Et puis disons après les 3 points engrangés hier après-midi du côté de Parakou. L'Union sportive des Cavaliers de Niki s'impose 1-0. C'était face au Panthé FC de Djougou. Il faut noter également la victoire de Dynamique FC face au Buffle de Borgo. Et puis également sur la plus petite des marques 1-0. Score identique entre AS Takone et Bani Gansé. Voilà, AS Takone de Kandi qui était à domicile et qui réussit donc à s'offrir les 3 points précieux pour le compte de cette 10e journée. Au niveau de la zone B, il y a donc la victoire de l'Autopopo 1-0. C'était face à Dynamique FC d'Abomey. AS Tonnes s'incline 4-1 face à Dadje FC. De son côté, Abeille, le club promu, s'impose 1-0 face à Real Sport. Et puis pour finir, il y a la victoire de Soleil à domicile 1-0. C'était face à Espoir FC de Savalo. Il faut simplement noter que Dadje reste toujours leader provisoire de cette zone B avec un total de 21 points après donc sa victoire hier également face à la Estonais 4-1 à l'arrivée. Au niveau de la zone C, Aziza s'impose 1-0 à l'équipe du port autonome de Cotonou Aspac dans une rencontre très intéressante disputée à Semekrake. À Inovi s'impose également 1-0 à son adversaire à Étoile Filante. Il n'y a que des plus petites marques au cours de cette 10e journée dans la zone C et c'était également le score qui a sanctionné la rencontre entre AS Cotonou et l'équipe des forces armées béninoises. 1-0 pour AS Cotonou, désormais leader provisoire au classement général avec un total de 20 points et devance désormais Aspac qui a perdu sa sortie lors de cette 10e journée. Au niveau de la zone D, on termine. Tanguy, regardez cette rencontre, ce score de ping-pong entre l'équipe de la jeunesse athlétique de Kétou et Avant Communisport. 6-4, ça fait 10 buts au total au cours de cette rencontre. Donc, du ping-pong entre la jeunesse athlétique de Kétou et Avant Communisport. Et c'est bien sûr l'équipe à domicile de Kétou qui s'impose à l'arrivée avec cet écart de 2 buts à l'issue donc de cette explication. Sur le Map Sport, 5-0 à domicile face à Ayema FC, toujours leader dans cette zone. Jeffa et AS aussi, c'est pas 2-2. Score à l'arrivée, 1 but partout. Et pour finir, la victoire des Dragons FC de l'OME, 2-0. C'est bien sûr face à l'équipe de la jeunesse sportive de Ouida. Les Dragons sont actuellement 5e au classement général avec un total de 12 points. La suite, ce sera donc cet après-midi au niveau du terrain du campus Tabomey-Calavi. Requin FC de l'Atlantique affrontera l'équipe de Coton FC au niveau de la zone C pour donc ainsi dire pour faire le tour de cette 10e journée du championnat national du Bénin. La première étape, bien entendu, la Ligue professionnelle. Et donc, voilà à quoi ressemble un peu l'actualité footballistique au Bénin, concernant la Ligue Pro au Bénin, donc, avec ses différentes zones. Ali, on va franchir les frontières nationales et direction l'Angleterre. Oui, et ce matin, nous vous proposons des images pour le compte des rencontres avancées de la 15e journée de la Premier League. Nous vous proposons, comme je le disais, les images de ce classique entre Chelsea et puis Manchester United à domicile. Vous le voyez, cette image, cette détente de Sanchez, le gardien de Chelsea, c'était pour arrêter le penalty mal exécuté de Bruno Fernandes, mais à la suite, il y aura donc le but à la 19e minute permettant donc à Scott McTominay d'offrir l'avance aux Mancuniens, mais ceci sera rattrapé par le jeune joueur, l'ancien sociétaire de Manchester City, le jeune Cole Palmer, qui va permettre à la formation de Chelsea de revenir au score avant de revoir la 69e minute Manchester United reprendre l'avance grâce au doublé de Scott McTominay, et donc les Mancuniens s'offrent 3 points très précieux
précieux au cours de cette explication. On fait le point des rencontres disputées. C'était hier lors de cette journée, 15e journée de la Première Ligue. Il y a eu donc 6 explications au total hier mercredi. Liverpool en déplacement affrontait Sheffield United. Liverpool s'est imposé. Les Reds se sont imposés 2-0 à l'arrivée. Il faut noter la difficulté de cette formation de Fulham. C'était à domicile face à Nottingham Forest. 5-0 s'il vous plaît face à son adversaire de Forest. Crystal Palace s'incline à domicile face à une équipe de Bournemouth très en forme avec bien entendu son attaquant Solanke. Il s'impose 2-0 face à leur adversaire de Crystal Palace et Brighton prend le dessus sur Brentford dans une rencontre très épique et équilibrée, 1-0. Tanguy, on parlait hier de cette équipe qui accueillera Manchester City. Aston Villa est invaincu à domicile cette saison. Ça fait 7 rencontres disputées à domicile et la 7e victoire enregistrée hier. Vous le voyez sur le tableau des résultats, c'est le score d'1-0 qui a sanctionné cette rencontre. But inscrit par Bailey qui permet donc à son équipe de s'imposer à Manchester City, et Manchester City qui reste désormais à 6 points de leader provisoire Arsenal. On a vécu ça la saison dernière. Tout est possible avec cette équipe mancunienne. Absolument. Tout est possible avec Pep Tanguy. Et voilà pour ce qui concerne avec les matchs sur le tour où Pep devient fou avec ses poulets. On espère bien qu'on va assister à autant de rencontres épiques aussi cette saison. En tout cas, c'est toujours des spectacles quand Pep est présent. Et bien entendu, on est sûr de participer et d'assister également cette saison à une très belle saison du côté de l'Angleterre. La suite de cette 15e journée, c'est bien sûr ce soir avec les 2 dernières rencontres entre Everton à partir de 20h30 face à Newcastle. Everton sera à domicile donc pour affronter cette formation de Newcastle très en forme depuis la saison dernière. Tottenham accueillera donc West Ham. Tottenham qui, la saison, lors de sa précédente journée, a tenu en échec Manchester City. C'était à Etihad sur le score de 3-0. Affrontera l'équipe de David Moyes, West Ham United, pour le compte de cette 15e journée. C'est bien sûr à partir de 21h15. On fait un tour en France pour parler donc de cette rencontre en retard entre Marseille et Lyon, disputée hier 3-0 pour les Marseillais. Rencontre comme ça pour la 10e journée de la Ligue 1 française. C'est donc l'équipe marseillaise qui s'impose à l'arrivée au score. Aujourd'hui, il y aura donc la rencontre en retard de la 12e journée et c'est la formation du capitaine, sinon du nouveau capitaine de la sélection nationale des Guépards du Bénin, Steve Mounier, qui affrontera à domicile Strasbourg à 20h30 pour cette rencontre en retard de la 12e journée de la Ligue 1 française. Tanguy. On va espérer donc que le Béninois puisse s'illustrer, en tout cas à l'occasion de cette rencontre, comme d'ailleurs il en a l'habitude, notamment avec la dernière sortie. Bien entendu, il a délivré une passe D et puis causé le penalty qui a permis à son équipe de s'imposer 3-0. Allez Moumouni, merci beaucoup pour les informations sportives et merci aussi pour l'aventure hebdomadaire Stop F1 par ici pour le compte de cette semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On va se voir lundi prochain certainement si tout va très bien. Mesdames et messieurs, on va passer à une autre étape de cette émission, c'est l'écho d'une commune et ce matin nous allons prendre des nouvelles de la commune de Kobli. Le maire de cette localité a déjà décroché notre appel. Voici la rubrique décentralisation. Monsieur le maire, bonjour. Je rappelle que vous êtes Séraphin Périmou Namiba, vous êtes Nambima, pardon, vous êtes maire de la commune de Kobli. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel. Monsieur le maire, des violences entre population et forces de l'ordre à Datori, c'est un des 4 arrondissements de votre commune. Un militaire a été tué, un autre blessé et aux soins actuellement. Monsieur le maire, que s'est-il passé concrètement? Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Si vous le permettez rapidement, je voudrais situer la commune de Kobli. Oui. Elle est au nord du Bénin, dans le département de l'Atakura. Oui. Limitée à l'est par la République du Togo, au nord par la commune de Materi, à l'est par la commune de Tangueta et au sud par la commune de Boukomé. C'est ça. La population est estimée à 68 603 habitants selon le recensement LGPA 4 en 2013. Et 48% de femmes et
48% d'hommes et 52% de femmes. Des femmes. Elle est majoritairement Obiero, qui parle de Mbelme, communément appelée Nyende. Oui. Elle est installée sur une superficie de 825 km². 80% de la population est agricole. C'est ça. Et côtoie régulièrement les marchés de la République du Togo, dont principalement le marché de Gando qui s'anime les samedis. C'est ça. Oui, oui. Et donc, ce qui a prévalu la nuit du lundi à mardi, ce n'est pas tout à fait normal, ce n'est pas réjouissant, ce n'est pas bien. Seulement que, selon les informations reçues, il y a un sojaculteur qui revenait de son champ selon tête et avec 2 sacs de soja sur sa moto, et il a été aperçu par les forces de sécurité. Il veut parler des douaniers, un douanier, et il a suivi le monsieur, mais il n'a pas voulu s'arrêter. Il a continué jusqu'à il est arrivé à la maison avec le soja sur la moto, et le douanier serait venu prendre la clé de sa moto pour qu'il devait conduire le soja au poste de douane. Maintenant, le monsieur a alerté ses parents, la population, ses parents sont sortis nombreux et ils ont voulu lyncher le douanier. Le douanier a échappé quand même et il est reparti au niveau du poste de douane de Datovila. Et la police, ayant appris l'information, la police est descendue sur les lieux et la population était là, toute furieuse. Et c'est ainsi que la police a calmé les ardeurs et ils ont fait le constat. Ils sont repartis au poste de police. Mais grande a été la surprise de constater que le douanier en question serait revenu avec 2 militaires pour renfort et il voulait coûte et coûte retirer son véhicule qui était immobilisé par la population, et la population avait pris soin d'enlever les sacs et tous les véhicules qui ne pouvaient pas enlever ça. La population a constaté la présence des militaires, les 2 militaires. C'est ainsi que la population s'est prise aux 2 militaires. Ils ont tabassé les 2 militaires et jusqu'à ce qu'un est tombé sur le champ et l'autre. Une partie de la population s'opposait quand même à ces actes ignobles. Ils ont pu arracher l'autre militaire, ils l'ont enfermé dans la chambre pour le protéger. Actuellement, il est en soins intensifs à Saint-Jean-de-Dieu. Les 2 ont été transportés à Saint-Jean-de-Dieu dans la nuit là, puisqu'on était en communication avec madame le préfet de la Takura. Et toutes les polices ont été contactées pour renforcer. On a transporté les 2 militaires, mais le mardi à 11h, on a perdu le premier qu'ils ont tabassé, celui qui est tombé sur le champ. En même temps, lui, il est mort. C'est ainsi que nous nous sommes rendus sur les lieux et il y avait une arme d'un militaire, le militaire qu'ils ont enfermé dans la chambre. Oui. Et l'arme a été disparue avec les munitions du chargement. On a négocié avec la population jusqu'au mardi soir et l'arme a été retrouvée avec toutes les munitions et retournée au niveau de la fosse, le poste
police. Voilà un peu comment c'était passé. Monsieur le maire, ça pose le souci de la circulation du soja dans la zone. Avec la mesure du gouvernement qui pense qu'il faut faire venir le soja et le transporter par la voie portuaire, est-ce que ce n'est pas difficile là-bas sur place de faire observer cela avec les populations? Bon, ce n'est pas... le gouvernement a pris les dispositions, ils sont en train de vouloir fermer les voies secondaires et quand même sécuriser. Il y a les forces de défense de l'ordre, surtout l'armée, qui renforcent la douane et la police républicaine pour d'autres raisons, hein, puisque nous sommes dans la zone rouge. Absolument. Et tout ça là, c'est pour permettre la fluidité. La grande voie est largement ouverte. Qui mène de Kobi à Gando au Togo, et il fallait passer par là. La population, ils sont sensibilisés, mais vous savez que nos frontières sont tellement poreuses, il y a d'autres pistes. Oui. Que les gens essayent de chasser, ils prennent de l'autre côté. Pour des raisons peut-être qui sont valables, parce que de l'autre côté, au Togo là-bas, le prix du soja est à 275 francs actuellement, au moment où dans la commune de Kobi, le prix du soja avec les commerçants, ce n'est pas trop bon. C'est à 170 francs, 175 francs en plus. C'est la raison pour laquelle les gens tentent d'aller de l'autre côté pour commercialiser leur soja. Est-ce que la mairie fait un travail de sensibilisation pour faire comprendre la pertinence des décisions du gouvernement aux populations? Depuis que la mesure est prise et les dispositions sont prises, on est en train de sensibiliser ces populations qui sont longées tout le long de la frontière entre le Bénin et le Togo, Oui. afin qu'on ne puisse barricader les voies secondaires là. Ils sont sensibilisés et on leur montre combien de fois s'ils vendent leur soja à l'intérêt du pays, ça va développer l'industrialisation et de l'emploi. On est en train de sensibiliser avec l'événement qui a eu lieu hier, avant-hier. Je suis en train d'entreprendre. Depuis hier déjà, j'étais en train d'aller dans ces zones pour regrouper la population et les sensibiliser et les montrer le bienfait des mesures que le gouvernement a prises pour le développement de notre pays. Nous allons continuer dans ce sens-là pour sensibiliser les parents pour qu'ils puissent mieux comprendre le bon développement de notre pays. Alors, un mot rapidement sur la question de sécurité. Vous l'avez effleuré rapidement tout à l'heure. Kobli est quand même dans une zone rouge pour ce qui concerne les incursions et agressions de personnes inconnues et armées. Mais jusque-là, sauf si mes informations ne sont pas exactes, jusque-là, monsieur le maire, on a l'impression que Kobli est complètement épargné. Quel est votre secret? Tout ne se dit pas au téléphone. En matière de sécurité, je ne peux pas tout dire, mais je voudrais remercier sincèrement le gouvernement de Patrice Talon qui s'active de jour en jour à nous aider. Et actuellement, sur 4 arrondissements, nous avons 3 commissariats de police républicaine bien renforcés avec le personnel. Et le 4e arrondissement, nous sommes en train de s'activer. La population, les élus et toute la population s'active. On se prépare déjà pour même réceptionner un bâtiment dédié au commissariat de Kuntori. Kuntori n'a pas encore de commissariat. Le commissariat de Datori qui gère l'arrondissement de Kuntori en matière de sécurité. Et nous sommes en train de s'activer pour préparer déjà un bâtiment dédié au commissariat. Et on demande de négocier avec le commissaire de Datori pour qu'il puisse laisser un peu s'avancer. D'ici le mois de janvier, tout serait prêt. Et on serait prêt pour accueillir le 4e commissariat de la commune de Kobi. Bon ben, bonne chance à vous. Ils ont envoyé une unité de police spéciale
pour la surveillance des frontières avec un personnel acceptable. Et ils sont là. En dehors de ça, le gouvernement a envoyé un checkpoint au niveau de Pentinga où il y a le grand campus actuellement. Il y a beaucoup de leveurs. Et nous avons, le gouvernement a envoyé un checkpoint militaire. L'armée est là avec assez de personnes. Et tous les arrondissements, il y a des patrouilles, tout de gaz, de ces militaires plus la police républicaine. En dehors de ça, nous-mêmes, nous prenons les dispositions. Nous n'oublions pas notre culture, notre tradition. Bon, je ne vais pas tout donner. On aura compris, monsieur le maire. La commune de Kobli est très agricole, c'est ma dernière question. Hein. Le gros défi là-bas, c'est les débouchés, parce que les populations ont du mal à écouler leurs produits, surtout avec la difficulté liée aux voies d'accès. Comment est-ce que la mairie se débrouille pour trouver des preneurs d'importance et surtout très rentables aux populations qui sont producteurs là-bas, monsieur le maire? En dehors de soja où nous avons des difficultés avec les commerçants béninois, sinon le reste des spéculations, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est très important de le signaler. Et la population cultive en majorité le coton. Et il y a le riz aussi qui n'est pas négligeable. Et tout ça là, c'est pris sans difficulté, puisque le coton est acheté par l'AIC et commercialisé. Le riz, il y a les commerçants à l'intérieur et les commerçants du Nigeria qui viennent aussi. Ils achètent sans problème. On n'a pas de difficulté à écouter les autres produits. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes Séraphin Périmou Nambima, vous êtes maire de la commune de Kobli, où il y a eu de tristes événements entre lundi et mardi. Les populations ne se sont pas entendues avec les forces de l'ordre pour une affaire de soja. Le bilan de cet accrochage, c'est un mort, un militaire notamment, et un autre qui est grièvement blessé et qui suit actuellement des soins. Bonne journée, monsieur le maire à Kobli. Je vous en prie, bonne journée aussi. Merci beaucoup. Retourne à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va maintenant faire la pause. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
Nous sommes à l'étape du commentaire de ce matin. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Le Burkina Faso et le Niger ne sont plus membres du G5 Sahel. Ces deux pays ont pris cette décision ce week-end qui a précédé celui du 29 novembre 2023. Qu'est-ce qui justifie une telle décision? Il faut d'abord remarquer, Tanguy, que le Niger et le Burkina Faso ne sont pas les seuls à quitter cette organisation, le G5 Sahel. Avant eux, le Mali s'était retiré il y a environ un an, ce qui porte à 3 le nombre des pays ayant quitté le navire G5 sur les 5 pays le composant. Donc actuellement, le G5 et Sahel, si on peut encore l'appeler ainsi, se résume à sa portion congrue, à savoir la Mauritanie et le Tchad. Les pays dirigés par des régimes militaires dans la sous-région ouest africaine sous le guide de Ibrahim Traoré au Burkina Faso et de Abdourahmane Tiani au Niger ont annoncé le départ de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel 9 ans après sa création pour lutter contre le djihadisme au Sahel. Les raisons évoquées par ces deux pays pour claquer la porte sont de deux ordres, que ce soit du côté de Ouagadougou ou de Niamey. On critique sévèrement l'incapacité de l'organisation à atteindre ses objectifs, ceux de lutter efficacement contre le djihadisme dans cette région de l'Afrique. Les statistiques des victimes dues aux attaques djihadistes sont de plus en plus renversantes. La plus grosse ambition, et là c'est la deuxième raison, des 5 États membres de faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement est contrariée par les lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs qui ne donnent aucune chance au pays qui le compose de réussir à vaincre ce phénomène. À côté de ces deux raisons, on fait aisément le constat que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont si fiers aujourd'hui de cette affranchie puisqu'ils voient en cette décision une responsabilité historique, car pour eux, en acceptant de continuer à garder le G5 en sa forme actuelle, c'est cautionner leur propre servitude et leur dévotion à protéger les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel. C'est aussi une façon de dire non au diktat de toute puissance, toutes les puissances qui ont surexploité pendant des années leurs efforts avec le prétexte d'un partenariat que ces 3 États qualifient d'infantilisant. Il y a longtemps que les peuples du Sahel ne se sentent plus, en tout cas, jouir de leur droit à la souveraineté en raison du fait que l'organisation semble de plus en plus instrumentalisée. Le Mali, le Burkina et le Niger donc parviendront-ils à réaliser leur ambition, celle de mettre fin au djihadisme dans le Sahel, maintenant qu'ils se sont donné leur liberté pour créer l'alliance des États du Sahel? Oui et non, Tanguy. Parce que ces 3 États y croient dur comme fer et ont eu une convergence de points de vue en ce qui concerne la lutte contre cette forme d'insécurité qu'est le djihadisme, leur atout principal. Ils sont tous dirigés par des régimes militaires et donc les discours se ressemblent. Tout ce qui vient des puissances occidentales, en l'occurrence la France, est à rejeter et ils ont été assez malins. Ils se sont assurés d'avoir d'autres alliés de taille qui constituent leurs piliers sur lesquels ils peuvent s'appuyer en termes d'armement, de renforcement des équipements, de formation et de stratégie pour repousser les ennemis communs que constituent les djihadistes. Il s'agit de la Russie qui, elle aussi, se retrouve dans les opérations de charme pour récupérer les espaces géographiques ouest-africains qui échappent de plus en plus à la France. Son terrain fertile, c'est le grossissement du sentiment anti-français, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. On est de plus en plus allergique à tout ce qui sent la France et donc toutes les occasions sont bonnes pour la vomir et lui montrer qu'on en a marre. Ils sont peut-être crédités du fait que depuis des décennies, les Français n'ont pu obtenir des résultats concrets à leur côté en termes de lutte contre le terrorisme et le djihadisme, des avancées que les armées de ces États obtiennent aujourd'hui avec brio en s'offrant les services d'autres puissances. C'est un paradoxe, donc de ce point de vue, on peut dire qu'ils réussiront à réduire la menace au Sahel. Non, parce que la lutte contre le djihadisme, loin d'être une bataille de muscles ou de démonstration de puissance de ces armes, elle reste en tout une lutte holistique. Les armes, les alliés de taille, d'accord, mais l'approche sociale, sociétale ou tout ce que vous voulez est très important. Le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso ont toujours partagé
des réalités sur la base desquelles la lutte se menait, car le djihadisme apparaît aujourd'hui comme une hydre. Il y a plusieurs dimensions et seule la maîtrise des éléments constitutifs de ce phénomène permettra d'y trouver des solutions durables, auquel cas la lutte serait faussée. Il faut donc faire très attention. La solution militaire, je suis parfaitement d'accord, mais les autres contours, il ne faut jamais les occulter au risque de se fourvoyer. Deuxième chose, les régimes militaires ont une durée de vie à la tête de chacun de ces États. Eh bien, après eux, quelle chance à la survie de la politique de lutte contre le djihadisme telle qu'elle est menée aujourd'hui? Point d'interrogation. Il paraît important donc de se projeter un peu dans l'avenir pour voir si les mesures qui sont prises aujourd'hui pourront résister au temps. Les djihadistes, ce sont des personnes issues de nos communautés, ce sont des jeunes recrutés et formatés parmi la population, ce sont des gens qui ont les systèmes de renseignement au point et qui réfléchissent presque à 1000 à l'heure. Vous les chassez du Niger, ils peuvent aller au Tchad, vous les chassez du Mali, ils peuvent prendre position dans les encablures de la Mauritanie. Quand ils sont chassés du Burkina, eh bien, ils peuvent ne pas partir trop loin. Bref, il faut repenser la lutte et les positions sur le sujet. Merci à vous, Franck, pour ce commentaire de ce matin. Bonne arrivée, William. Merci. Bonjour, Eric. Bonjour. Allez, on va évoquer le sujet de Franck. Notamment la sortie des deux États du G5 Sahel. Tel qu'on voyait l'actualité évoluer, William, on s'y attendait. Vous savez, il y a un mécontentement qui ne dit pas son nom aujourd'hui entre ces États-là qui, reconnaissons-le, n'ont plus à leur tête des présidents, je ne dirais pas légitimement, mais légalement élus, et ce sont des États qui aujourd'hui n'ont plus l'ordre constitutionnel, du moins celui reconnu par la communauté internationale il y a quelques années, avant les différents coups de force militaires à la tête de ces États. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ils sont hués par la communauté d'intégration sous-régionale dans laquelle nous sommes. Il y a bien de pays aujourd'hui qui ont coupé presque tous les points, sinon théoriquement le disent et le lisent dans les discours, même si dans la réalité des faits, ils dépendent de ces voisins-là, commercent avec ces pays, ainsi de suite. Donc, avec cette crise politique, ce climat délétère, cette désintégration de fait de la CEDEAO dans les actes et dans la réalité du quotidien, on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine adaptation, une solution à la manière de ces pays sahéliens. Mais aller jusqu'à une alliance, je n'avais peut-être pas spéculé jusqu'à ce point où je ne donnerais pas crédit à une spéculation de cette nature. Mais je trouve quand même... Parlons d'abord de ce départ pour examiner après la naissance de l'Alliance. C'est une menace qui planait déjà sur cette organisation pour des raisons que les pays évoquent, insuffisance de résultats, depuis qu'ils sont membres de cette alliance, avec tout l'appui que nous avons de la communauté internationale, ces pays ne sont pas arrivés à endiguer le phénomène. Mais aussi la récente victoire de Kidal a davantage montré à ces pays qu'ils pouvaient compter sur leurs capacités, sur leur force militaire, à faire face eux-mêmes, n'est-ce pas, aux problèmes de sécurité. Donc je pense que cela a davantage acté le départ. Une chose est de partir maintenant, une chose est vraiment de se mettre véritablement ensemble. C'est ce qui nous manque le plus. Sur notre continent, nous n'avions pas suffisamment développé des rapports de coopération entre États voisins pour faire face ensemble à un problème. C'est vrai que les initiatives n'ont pas manqué et donc c'est ce qu'il faut davantage apprécier. Est-ce que, parce qu'à la tête de ces États, on a une forme de similitude sur la gouvernance, aujourd'hui qui est devenue une gouvernance militaire, que, on a suffisamment de raisons pour se mettre ensemble et faire face aux problèmes de sécurité. Franck? Non, moi je pense que c'était prévisible. Lorsque vous écoutez les discours de ces chefs de transition au niveau de ces États où il y a eu des coups d'État, eh bien, c'était prévisible puisqu'on ne voyait pas une certaine offensive dans les actions que menait le G5 et Sahel, pendant qu'au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je veux parler de la CEDEAO, notamment au niveau de son comité de médiation et de sécurité. On pense que c'est parce qu'il y a coup d'État au niveau de ces
États, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, que l'insécurité s'est agrandie. Et donc, lorsque vous voyez ces discours-là, eux-mêmes, ils ont envie de faire en sorte que l'on croit en la lutte qu'ils mènent aujourd'hui, puisqu'ils sont venus, les raisons qu'ils ont évoquées pour renverser les chefs d'État qui sont constitutionnellement élus. Il y a la montée en flèche de l'insécurité, ce qui n'arrivait plus à digérer. Ils ont clamé partout que les chefs d'État qui étaient en place avaient déjà échoué en matière de lutte contre l'insécurité. Donc, c'était déjà un discours qui était là avant même leur prise de pouvoir. Alors maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'il y a une certaine lourdeur institutionnelle, ce qui est tout à fait d'accord. Quand vous prenez ces différentes organisations dans la sous-région, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que les procédures, les débats autour de certaines questions, il y a trop de considérations qu'il faut prendre en compte, ce qui fait que on ne prend pas des actes, on ne mène pas des actions qui sont des thérapies de choc, on n'apporte pas ces thérapies à des situations qui perdurent dans le temps. Et cela joue sur, disons, la stabilité des États, cela joue sur la stabilité de la sous-région. Et donc, on peut comprendre la position du Niger et du Burkina Faso aujourd'hui. Le G5 Sahel est mort, faut-il le dire, hein, William? C'est un acte qui acte davantage cette mort. Est-ce qu'il vivait même... Il y avait une agonie qui ne disait pas son nom dans le G5 Sahel. Parce que le Mali, stratégiquement, représentait un grand pays pour le G5 Sahel. Et le G5 Sahel, ne nous voilons pas la face, c'était l'autre tentacule de la France en Afrique de l'Ouest. Souvenez-vous du sommet de Pau, où on intimidait carrément des chefs d'État africains. Si vous ne voulez plus de notre aide, dites-le nous, parce que nous ne sommes pas demandeurs de l'aide que nous vous apportons, c'est vous qui le demandez. Réitérez-le à la face du monde, est-ce que vous êtes demandeur ou pas? Quand les rapports dans le multilatéralisme ou dans le bilatéralisme entre des États, les rapports en viennent à ce niveau, c'est que quelque part, il y a des États un peu trop faibles et d'autres trop forts. Je ne dis pas que nous pourrions revenir à un rapport égalitaire entre les États de la société internationale. Mais le G5 Sahel était déjà dans une grande agonie. Agonie aussi du fait de son résultat. Avouons-le, c'est une organisation qui a échoué. La sécurité au Sahel n'est jamais revenue. Les groupes djihadistes ont eu une ampleur qui n'a jamais été retrouvée depuis des années. De 2013 à aujourd'hui, malgré Serval, malgré Barkhane, malgré toutes les formes de cette coopération avec la France et de ces pays alliés, l'Allemagne par moment, l'Estonie et de toutes les forces de l'Union européenne et aux alentours, on n'a jamais eu le résultat militaire que des pays ont eu, parce que ne l'oublions pas, hein, la reprise de Kidal n'était pas que de l'armée malienne. Les FAMA ont eu l'appui stratégique de quelques forces, notamment l'appui militaire en munitions de drones et de quelques avions volants également, de quelques aéronefs également, en soutien à la reprise de Kidal. Donc, Kidal est une expérimentation, c'est du labo, c'est un échantillonnage pour dire de nos propres forces, avec d'autres partenaires, avec un multilatéralisme repensé autrement, nous pouvons avoir des résultats. Et je crois que cela a eu raison du G5 Sahel. Quelle coquille, qu'est-ce que reste cette coquille aujourd'hui? La Mauritanie, le Tchad, nous savons quel est son rapport. Voilà, l'enfant putschiste de l'Afrique bien protégé de son père, de sa mère France. La Mauritanie qui a toujours une double couleur quand nous parlons de cette lutte contre le terrorisme, parce qu'elle se réclame par moment un peu plus du Maghreb que de l'Afrique de l'Ouest. Donc dans ce multilatéralisme ouest-africain, on voit la Mauritanie souvent un peu en retrait et qui a des problèmes aujourd'hui de gouvernance également, avec les condamnations sur Mohamed Ould Abdelaziz. Donc on n'a pas fini de régler ça en Mauritanie. Au Tchad, on cherche à se crédibiliser encore. Le G5 Sahel est en train de mourir. Peut-être qu'on devrait s'habituer à dire G2 plutôt que de dire G5. Je crois que le G5 Quelle Sahel... pourrait être sa force? Non, aucune force, aucune force. Si ils en sont venus à se mettre ensemble, c'est parce qu'on a constaté qu'à deux ou seul, on ne pouvait pas mener la lutte. Alors depuis 2014, si je me trompe, depuis que le G5 Sahel existe, je crois qu'il n'y a pas eu véritablement
disons, des résultats qui ont été obtenus, des avancées en matière de lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Et donc, c'est ce qui a fait que, comme l'a dit William, après le retrait du Mali, qui était un allié, en tout cas, qui avait une position stratégique au niveau du Sahel, et donc pouvait renforcer la lutte que menait le G5 Sahel, c'était prévisible que le Niger, le Burkina Faso, on vienne à claquer également la porte. Alors, on en vient maintenant à la création de l'AES. Hein? Mais rapidement, sur le G5 Sahel, à sa création, est-ce que c'était l'initiative propre des États dont nous parlons? Je crois que il y avait une influence française, voyez-vous. Et ça, c'est Alain Foka qui se pose très bien la question. Pourquoi pensez-vous qu'un État, une puissance étrangère, dépense son argent, prend le risque d'envoyer ses militaires s'il n'y a pas un intérêt caché, non, s'il n'y a pas un amour, c'est pas amour et pas fraternité. Il n'y a jamais eu d'attruisme. Justement. Et donc, quand nous allons dans ces organisations conçues, créées par ces puissances, et qu'on nous dit que l'objectif c'est de lutter contre l'insécurité, c'est que forcément il y a un intérêt derrière. Et donc, si aujourd'hui nous estimons que les résultats n'ont pas comblé les attentes, ça veut dire qu'au départ, effectivement, l'aspect sécurité qui était évoqué, c'était un prétexte justement pour dérouler notre agenda, et nous le savons, c'est les questions de ressources minières dans ces zones-là. L'Alliance des États du Sahel, une menace peut-être pour d'autres organisations, parce qu'on parle de G5 Sahel, mais il y a que ça fait quand même 3 membres de la CEDEAO qui sont en train de partir, non? Ou qui sont en train de faire la tête. Faire de la tête, certes, mais c'est le multilatéralisme, on ne l'empêche pas. La CEDEAO existait encore en son temps fort et dans toute sa force, elle n'était pas encore très désintégrée dans les actes. Quand le G5 Sahel est né, en fait, et la Mauritanie qui ne fait plus partie, vous savez, je n'ai plus forcément toutes les précisions à propos de la Mauritanie, est beaucoup de fois entrée, beaucoup de fois sortie de la CEDEAO, et donc quand c'est une réalité comme celle-là, je vois plutôt un contexte politique autre. La naissance des 2 nouveaux nés du multilatéralisme africain, en Afrique de l'Ouest justement, l'alliance politique créée au Togo et l'AES qui a pour objectif militaire. Vous voyez clairement la volonté des États, parce que ne l'oublions pas, ces États aujourd'hui qui courent à l'AES ne sont plus décideurs dans l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO. Ils sont suspendus des instances. C'est pourquoi je demande si c'est une façon de marquer un pas définitif vers le départ. Non, moi je ne l'analyse pas comme ça d'abord, parce que l'objectif il est d'abord sécuritaire ici, ensuite on parle maintenant d'intégration sur les autres plans, mais on parle d'abord de victoire sécuritaire, ce qui n'est pas une priorité pour la CEDEAO par exemple. Franck? Non, moi je pense que, comme vous l'avez dit, c'est déjà les prémices. Hein. Vous allez voir qu'avec cette ambition de créer l'AES, moi je pense qu'il y aura un peu d'insuffisance. L'insuffisance va résulter du fait que la synergie d'action qui devrait entourer, en tout cas la lutte aujourd'hui, et surtout les intérêts des uns et des autres à pouvoir démontrer que sans la France, sans l'Union européenne qui finançait le G5 Sahel et tout ce qu'on leur apportait comme aide, qu'on peut atteindre des résultats, ça va tituber un tout petit peu, parce que dans la sous-région, si vous voyez le mouvement des djihadistes, eh bien, ils tournent, tantôt c'est au Niger, tantôt c'est au Burkina, tantôt c'est au Mali. Mais ils frappent de moins en moins maintenant. Hein, justement, parce que la possibilité de poursuite est beaucoup plus grande. Hier ou avant-hier, on a vu l'armée nigérienne prêter main forte à l'armée malienne pour des djihadistes qui étaient poursuivis et qu'ils ont abattus non loin de la frontière du Niger. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a pas de frontière, il n'y a plus de frontière entre ces États. C'est une coopération militaire qui ne dit pas son nom, ce sont les prémices, on attend la réalité. Et moi, je vais en besogne en faisant cette spéculation, mais attention, si la dynamique de résultats sur le terrain militaire continue à ce rythme, on va ravir la vedette, l'AES va ravir la vedette sécuritairement parlant à la CEDEAO et à toutes les initiatives d'intégration sous-régionale, et leur ambition finale qui est celle d'en arriver à un état du Sahel. Parce que ne l'oubliez pas, l'AES a été construit autour d'un facteur culturel. Lisez même le nom de la charte de l'AES. Quand c'est comme ça, il y a même la possibilité d'en arriver à un état. Je ne suis pas de cet avis. J'ai l'impression que Eric est à la touche. Non, j'allais finir pour Eric de réagir. Moi, je n'en suis pas sûr. Les djihadistes ne frappent pas plutôt, ne frappent plus de plus en plus, mais
leur présence n'est pas forcément anéantie. Parce que les victoires qu'on a engrangées depuis que les régimes militaires se sont installés, c'est d'abord Kidal qui a été pris sérieusement, le gouverneur a été installé, il est maintenant dans ses pouvoirs, les populations ont retrouvé une certaine quiétude. Avant l'étape de Kidal, il y a eu beaucoup de succès. Oui, il y a eu beaucoup de succès, mais allez lire le dernier rapport du comité de médiation et de sécurité de la CEDEAO. Dedans, on a dit, je ne sais pas si c'est à dessein, on a dit plutôt que l'insécurité est en train de monter. Entre ce que nous disons ici, nous constatons ce que on nous donne comme résultat au niveau de ces États-là et le rapport de la CEDEAO qui dit la vérité finalement. Je pense que la CEDEAO accentue l'insécurité au niveau du Burkina et du Niger, mais au niveau du Mali, la courbe dégringole en matière d'insécurité. Oui, je suis d'accord, mais c'est les trois États que l'on voit aujourd'hui. Si on veut parler de l'alliance... C'est déjà la menace de cette organisation pour la CEDEAO. Il n'est pas dans l'intérêt de la CEDEAO de reconnaître les prouesses militaires de ces États. Autrement, ces pays ensemble, c'est avouer son échec, voyez-vous. Mais après, moi je pense que l'AES n'a pas toutes les chances de durer dans le temps. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce qui fait la force d'une organisation, c'est sa capacité à durer. Or, nous avons à la tête de ces États des régimes militaires qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, continuent par parler de transition. Une fois que cette transition sera opérée, quel sera l'avenir de ces organisations? Puisque aujourd'hui, si cette organisation va exister, c'est parce que à la tête de ces États, ces militaires sont là aujourd'hui, ils font preuve de force, n'est-ce pas, et essayent de maintenir l'ensemble de ces pays dans cette dynamique-là. Et je donne pour l'exemple tout ce que Muammar Kadhafi a initié sur ce continent. Voyez-vous, jusqu'après son décès, tout est parti. Comment on dit, Sensad, la monnaie africaine, tout ce là voulu initier. Même si fait. Mais moi, c'est quand la dernière fois on avait entendu parler, c'était quand? Je ne sais pas si j'avais déjà perdu mes dents de lait la dernière fois qu'on en parlait. Donc c'est ça. Et donc je crains que dans la durée, l'AES puisse connaître le même sort que tout ce que nous avons connu comme initiative. Allez, revenons au pays. On va parler de nos rapports, même si on va rester dans la sous-région. On va parler de nos rapports avec notre voisin. Patrice Talon était hier à Abuja, au Nigeria, chez son ami Bola Tinubu. Son ami, j'insiste là-dessus, son ami Bola Tinubu. Il était allé voir. J'insiste que vous avez insisté. Oui, que c'est son ami Bola Tinubu. Décidément, le Nigeria, qui était si lointain, si difficile d'accès sous Buhari, est désormais si proche. C'est notre chambre à coucher, hein, William? Ça fait les accolades, ça se tient par la hanche entre les deux chefs d'État. Bravo. Bravo pour notre diplomatie et bravo pour ce que nous y gagnons. Parce que nous sommes ce parasite qui ne peut assouvir ses grandes ambitions sans le Nigeria, en fait. Ça, c'est une réalité géopolitique et géostratégique à assumer, à intégrer et à manifester. C'est très bien d'avoir de très bons rapports avec son voisin parce que en langue, on dit chez nous en langue que l'aîné ne redevient pas jeune frère, en fait. Et donc, l'aîné, lui conserver sa position d'aîné, c'est garantir sa place de jeune frère éternel aux côtés. C'est le géant ouest-africain. C'est le lit. C'est le lit. On est géant parce qu'on est vaste, parce qu'on a une grande population, on a une grande économie et en droit international, on vous dira que c'est le territoire, le pouvoir et la population qui font un État. Merci beaucoup, monsieur le sujet. Il y a un diplomate qui me faisait savoir que ce que le Bénin gagne sur l'as Bénin-Niger, il peut le gagner 2 fois, 3 fois sur l'as Bénin-Nigeria. Alors, nous savons que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui est connu pour la recherche des opportunités économiques. Alors, si tant est que il faut davantage montrer toute son amitié et sa proximité avec le Nigeria, qui peut certainement nous amener à accroître nos performances économiques, tant mieux. Et à l'occasion, il y a une liste de produits qui avaient été interdits d'accès au territoire national nigérien qui ont désormais, je dois dire, le passeport avec le titre de séjour, on ne sait pas trop quoi. En plus, un visa, c'est aussi. Un bon visa et puis un titre de séjour et tout passeport ça. Diplomatique alors. Oui, carrément. Moi, je pense que c'est une bonne chose, la démarche du chef de l'État d'aller fouetter de temps en temps, de raviver un peu la flamme des relations entre le Nigeria et puis le Bénin. Je crois que c'est très important parce que le Nigeria, avec sa position, avec les atouts économiques que le Nigeria, disons les débouchés que représente le Nigeria pour le Bénin,
Et on n'a aucun intérêt, je dis bien aucun intérêt, à aller à être en guerre ou à ne pas partager de bonnes relations avec un pays comme ça. Et vous l'avez dit, il y a des pays aujourd'hui qui ont maintenant reçu le cadre de séjour pour passer tranquillement, pour aller là-bas, qu'on peut vendre comme on veut. Je crois que c'est de très bonnes choses. Et le Bénin va se sentir davantage mieux, pendant que de l'autre côté, eh bien, ça ne passe pas. Patrice Talon n'a pas autre choix que de faire un clin d'œil au Nigeria, d'aller pour renforcer les relations, pour davantage rassurer son ami. Vous avez insisté, son ami Tinubu. Écoutez, le Bénin, il est là, on est toujours là, on est ensemble. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut davantage discuter pour que, puisque avec l'as qui se crée là-bas entre le Niger, le Burkina Faso et puis le Mali, il va falloir que de ce côté également, qu'on renforce en termes de coopération militaire également, parce que la menace djihadiste aujourd'hui, ça n'est pas de l'autre côté seulement, c'est un peu partout dans la sous-région, qu'on renforce davantage et qu'on consolide les liens de sorte à pouvoir se donner la main lorsque on va sentir cette menace-là approcher nos portes. Je pense que Bola Tinubu, Talon aujourd'hui, c'est une grosse opportunité pour les États. Vous n'avez pas trouvé quelque chose de curieux là? Quoi? Qu'il n'ait pas évoqué la question du Niger. Bon, en tout cas, officiellement, ce n'était pas un sommet régional. On n'a pas entendu un sommet régional pour décider qu'on entre en guerre et qu'on va aller militairement, qu'on donne 24 heures au sommet. C'est pas un sommet, c'est un moment d'échange entre les deux présidents. Il y a un talon d'Achille à la coopération bilatérale entre le Bénin et le Nigeria qui m'intéresse un peu plus. Quand je l'aurai fini, quand vous reviendrez sur d'autres questions, peut-être je parlerai du multilatéralisme ouest-africain. Vous savez, notre point mort avec le Nigeria depuis toujours, c'est l'échange formel entre les deux nations. Du Nigeria vers le Bénin, c'est un peu plus facile, mais en raison des normes en matière d'exportation du marché nigérian, le Bénin a de plus en plus de difficultés à écouler ses marchés et ses produits, ce qui fait qu'on a développé davantage l'informel. L'informel était déjà notre chou gras entre voisins parce que nous sommes des peuples qui vivions sans la douane. Nous sommes des frères. Donc, la langue et la culture sont des facteurs justement qui nous ont aidés à passer toutes les frontières, à trouver beaucoup de portes d'entrée en dehors de celles qui sont formellement constituées. Mais le marché nigérien aujourd'hui a des normes et a des exigences et refuse aujourd'hui la réexportation au Bénin. Le Nigeria aujourd'hui est foncièrement contre le fait que le Bénin soit un couloir de passage des produits venant d'ailleurs pour sa destination. Le Nigeria est prêt pour le consommer, pour la production directe du Bénin, mais à quel critères, à quelles normes, et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Et l'un des problèmes que nous avons avec le Nigeria, c'est que nous n'avons pas notre estimation nationale sur certaines productions qui sont pourtant très demandées. Le manioc et bien d'autres produits qui sont notre production. Et quand vous parlez du soja, j'ai envie de dire aujourd'hui que est-ce que pour exporter du soja sur le Nigeria, ce que Bola Ahmed Tinubu et Patrice Talon se sont dit hier, c'est que les sociétés agréées prennent pas le port autonome de Cotonou. Est-ce que c'est à cette conclusion qu'ils en viennent? Voilà des rares produits qui seraient acceptés et qui répondent un peu au marché nigérien. On y réfléchit et on s'entend à formaliser ces circuits. Sur la question des hydrocarbures, je ne sais pas ce que Patrice Talon a dit à son homologue, mais je pense que l'un des grands messages dont il serait porteur et qui serait bénéfique pour l'économie béninoise, c'est: Monsieur le Président, est-ce que vous réfléchissez à la situation de votre subvention aux hydrocarbures? L'impact n'est pas que chez vous ici au Nigeria, l'impact se fait ressentir à Cotonou. On a commencé à s'habituer, non? Donc je crois que vous qui avez des revenus stables, vous et moi qui avons des revenus stables, on n'a pas vu les populations s'en plaindre. Les populations s'en plaignent toujours. Demandez aux conducteurs de taxi moto. J'ai pas vu de marche, j'ai pas vu de sit-in. Vous savez, quand vous roulez tranquillement et que vous connaissez mieux que moi la dernière fois qu'il y a eu une marche ou un sitting à Cotonou. Ça veut dire que tout va très bien. Un caricaturiste a dit. Allez, la question qu'on se pose rarement, avant de faire évoluer le débat, la question qu'on se pose rarement lors de nos échanges en matière donc de rapport entre le Bénin et le Nigeria, c'est qu'on se demande très peu qu'est-ce que le Nigeria envoie sur notre sol. Et ce qui n'est pas forcément toujours formel, parce qu'on sait un peu quelles sont les activités que les Nigériens viennent mener sur le territoire national béninois, quels sont les domaines dans lesquels ils interviennent. Et ma foi, il y a un gros travail aussi de communication à faire dans ce sens.
nous n'avons pas des normes un peu trop hermétiques, comme c'est le cas avec le marché nigérien. On peut faire aussi ce que le Nigeria nous fait, c'est-à-dire fixer aussi nos normes et fermer et contrôler désormais nos portes. Oui, absolument. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que les deux administrations s'évertuent à faire, essayer de formaliser les rapports. Vous l'avez dit que nous sommes proches d'un grand voisin, mais nous n'avons jamais su bénéficier de cette proximité. Parce que nous aussi, nous avons manqué de sérieux. Quand vous importez du riz indo-pakistanais de je ne sais d'où et que ça vient au Bénin et que la même cargaison se retrouve sur le marché du côté du Nigeria, ne demandez pas au Nigeria d'encourager cela. Ne demandez pas. Le Nigeria nous a toujours demandé, nous sommes prêts peut-être à recevoir sur notre marché du riz produit sur le sol béninois et transformé. Voyez-vous. Et donc je pense que c'est davantage ce qu'il faut faire. Formaliser les rapports, William l'a rappelé, pendant longtemps nous sommes restés dans l'informel, et essayer de voir les produits que nous pouvons envoyer sur le sol du Nigeria et vice-versa. Et essayer vraiment de mettre fin à ce rapport informel. Mais après, nous savons qu'il y a tellement d'entrées, tellement de sorties entre le Bénin et le Nigeria, et les deux États n'arrivent véritablement pas à contrôler ces sorties frauduleuses, parce qu'il y a tellement on est si proche que quand on joue du tam-tam et gongon ici, il y a que les fraudes sont en train de danser de l'autre côté de la frontière. La dernière fois, on a fait un entretien avec le directeur de la BGF qui nous disait il y a entre 1500 et 1600 entrées entre le Bénin et le Nigeria. Mais en tout, on n'a que 3 entrées-sorties officielles. Donc imaginez plus de 1000 et quelques entrées qui ne sont pas contrôlées. Est-ce qu'ils ont parlé du Niger hier, à votre avis? Forcément. Ils vont se prononcer sur le Niger, mais ce qu'ils se sont dit, je ne pourrais vous le dire, certainement, faire l'état des lieux au niveau de la frontière. Vous pourriez appeler l'un des deux chefs d'État. Bon, écoutez, on va l'essayer tout à l'heure. Je n'ai pas encore cette possibilité. J'ai pas encore cette possibilité-là. Mais sur la question de ce que le Nigeria amène sur le sol béninois, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si on doit rester même au simple constat que nous faisons, nous avons par exemple au niveau des appareils électroménagers, la quantité de paillots qui vient ici par jour. Oui, c'est des produits de mauvaise qualité aussi. On laisse ça de côté. Le Nigeria, c'est la Chine de l'Afrique. Non, mais également, il y a des produits. C'est un produit qui ne se consomme pas. Non, il y a des produits qui viennent du Nigeria et qui durent un peu dans le temps. Un peu comme en Chine, vous avez qui ne sont pas forcément du paillot. Non, du paillot. Il y a également le marché du plastique. Il y a beaucoup de choses qui quittent le... Si c'est le Nigeria, il y a tout. Si l'on considère qu'il y a 1700 entrées entre le Bénin et le Nigeria, imaginez tout ce qui passe par là. Vous discutez peut-être un peu avec les douaniers. Mais c'est à nous de faire ce travail. On va insister sur les normes. C'est à nous de faire ce travail, de voir ce qui rentre sur notre territoire et d'imposer les normes. Parce que quand vous allez au marché, vous voyez les bornes que vous achetez, tu veux l'origine là ou mais tu veux pour le Nigeria. On comprend aisément que ce qui vient de là-bas n'est pas forcément de la bonne qualité. Non, mais si cela nous permet d'engranger quelques recettes au niveau de la douane. Non, vous savez, parfois, cette compréhension des choses, ça nous nuit. Le Nigeria a autant de frontières avec le Bénin qu'avec d'autres pays, mais cela ne l'a pas empêché, malgré son économie qui dépend de son voisinage, d'édicter des normes. Oui, vous savez, on a des produits de brasserie venant du Nigeria qui concurrencent aujourd'hui des gens, je ne cite pas d'entreprise, mais des entreprises qui paient des redevances. Ça, c'est à une autre époque. Je crois qu'ils ont quelle époque? Je crois qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, chez les bonnes dames, vous avez la possibilité de choisir un produit de brasserie dont je n'appelle pas le nom, soit venant du Nigeria à 200 francs ou l'officiel à 350. Vous connaissez la raison. Vous connaissez la raison. Le pouvoir d'achat des populations. Oui, le pouvoir d'achat c'est fort. Mais je pense qu'il faut connaître son marché. Quand on a envie de grandir, peut-être ce n'est pas à nous de faire le premier pas. On a peut-être à s'accommoder au marché nigérien d'abord, et une fois à la hauteur du marché nigérien, on sera peut-être à pas égal et on pourra maintenant édicter nos règles, pas seulement avec le Nigeria, mais autour de nous. Parce que on va faire évoluer le débat, on va changer de sujet. On va parler de cette énième bavure. Est-ce que je peux appeler ça bavure? En tout cas, il y a une situation à Kobli entre lundi et mardi où un militaire a perdu la vie. Des populations qui n'étaient pas contentes d'avoir été pourchassées comme ça par un douanier qui voulait arraisonner un sac ou 2 sacs de soja. Décidément, le soja, on n'en a pas fini de parler, Franck.
Non, est-ce qu'on finira de parler du soja? Je pense que c'est une spéculation qui est de plus en plus en griffe en vogue, où les gens s'intéressent beaucoup plus à la production de ce produit et ça rapporte des devises, ça fait rentrer un peu d'argent et donc on en parlera toujours. Mais je pense que sur la question du transport du soja ou la volonté des populations d'amener le soja hors du territoire, pour les forces de sécurité, de défense et de sécurité qui se retrouvent au niveau des frontières, à qui l'on a donné des instructions, à qui l'on a demandé de ne pas laisser passer telle ou telle chose, moi, je peux comprendre un peu leur fermeté à ne pas laisser passer les populations, mais cela doit se faire un peu dans la, disons, dans la retenue. Je pense que c'est vrai, il faut exécuter les ordres qui sont donnés, il faut empêcher les produits ou le produit soja de passer au niveau d'une frontière, mais lorsque vous sentez que les populations se dressent contre les forces de l'ordre, lorsque vous voyez cela, il faut faire très attention dans la gestion de ces situations-là, parce que très souvent, ça finit par ce que vous dites là, où il y a des morts, il y a ici pour le soja, peut-être, allez voir la quantité dont on parle là, mais deux sacs, ça ne vaut pas la vie. Moi, je pense qu'il faut revoir. C'est assez malheureux. C'est vrai que nos forces de l'ordre sont au service de la République. Et il est toujours conseillé à nos concitoyens, à nos populations, de respecter les instructions que donnent nos forces de défense sur le terrain. Mais après, est-ce que la vision du gouvernement est vraiment comprise de nos populations sur le soja? Quand on a fini de prendre ces mesures, est-ce qu'on est vraiment descendu sur le terrain, rencontrer le producteur et expliquer ce que le gouvernement recherche en disant « garder nos matières premières sur notre sol ». Est-ce que cela a été vraiment expliqué? Et on a reçu en retour vraiment l'accompagnement des producteurs. Autrement, on aurait peut-être remarqué autre chose. On ne serait plus en train de mettre encore les forces de l'ordre à la trousse de ces producteurs à la recherche du soja et tout ça. Donc je pense qu'il y a ce travail qui doit être fait, qui pour moi n'a pas encore été fait, peut-être pas suffisamment. La communication, vraiment d'expliquer aux populations ce que le gouvernement recherche en disant, écoutez, quand le soja reste sur notre sol et que cela est transformé, ça nous rapporte plus d'argent, plus de devises que de laisser le soja sorti de notre territoire et qui, in fine, nous revient encore en des produits finis que nous consommons. Donc, je pense que c'est plus cher encore. On doit pouvoir expliquer ça au dernier producteur qui va comprendre le bien fondé de ce dont on parle et va plus certainement prendre le risque de se mettre sur des routes frauduleuses. Oui, je n'encourage pas l'incivisme en disant que aujourd'hui, dans la tête de bien de Béninois, c'est que le gouvernement empêche les producteurs de gagner ce qu'ils ont produit, de gagner sur leurs produits qu'ils ont eus à la sueur de leur front, en interdisant qu'on prenne par des pistes rurales non autorisées pour entrer dans des pays frontaliers et vendre le soja. C'est ce qui est dans leur tête, c'est ce qu'ils pensent, c'est leur opinion. Mais je pense que rien ne vaut la République, rien ne vaut l'État dans lequel nous sommes. Et cet État, nous ne le voyons jamais physiquement, comme le disait un universitaire. Il n'y a que les agents assermentés par l'État qui nous montrent la force de l'État et sa puissance, la puissance dans ses lois, la puissance dans ses règles. Et il n'y a que ces messieurs, que je rappelle, fils et filles de ce pays qui sont forces de l'ordre peut-être, mais ils ne le sont pas. Pour le moment, il n'y a pas encore des Rwandais ou il n'y a pas encore d'autres nationalités parmi eux. Ce sont les enfants de ce pays qui mettent en pratique et en application des règles édictées par des gouvernants légitimement à la tête de notre État. Donc attention à ces populations. Je sais qu'elles n'ont pas le niveau d'instruction qu'il faut. Je sais qu'elles n'ont pas parfois la retenue qu'il faut devant certaines situations, ou peut-être parce que 2-3 personnes ont été arraisonnées, la 4e ou la 5e personne a envie de montrer au reste des populations que elle sait braver les instructions des forces de défense et de sécurité. Quand ça finit par la mort, que ce soit d'une force de l'ordre ou d'une population, je ne veux pas spécifier forcément qui est décédé, mais quand quelqu'un décède dans une opération de change, dans une opération de commerce,
contrôle, je pense que c'est extrêmement grave. Moi, j'appelle à la conscience de nos populations, j'appelle à un peu plus de civisme et de patriotisme, et je demande aux forces de l'ordre également un peu de pédagogie. On a vu ça sur la route de Dabo-Mikalavi à une certaine époque, un peu avant le 1er août, où on a vu des policiers qui ont changé de visage, qui n'étaient plus durs, qui étaient devenus, qui conscientisaient à la limite les usagers de la route. Mais je pense que les gens ont écouté. On va sensibiliser, conscientiser les gens pendant combien de siècles? On ne va pas passer tout le temps à non, je pense qu'ils prennent la volonté sur eux-mêmes de ne pas du tout respecter, je dois dire, je pense que les mesures du SODIAS s'assoupliront d'ici peu. Regardez un simple fait. Quand vous quittez Cotonou pour Calavi ou le sens inverse aussi, regardez en circulation. On dit aux motocyclistes, écoutez, restez dans les pistes cyclables. C'est pour votre propre sécurité. Oui. Aujourd'hui, ils vous disputent le bitume. Et ils sont énervés que vous ne leur fassiez pas davantage de place, que vous rangez carrément pour qu'ils passent. Et ils sont toujours en train de slalomer. Vous savez, ils sont toujours en train de slalomer. Non. Et les forces de l'ordre sont là. Même les forces de l'ordre ont dû accepter ça. Parce qu'au niveau, par exemple, du carrefour Bénin-Marché, où vous et moi... C'est un prétexte. Ce n'est pas un prétexte. Parce que toutes les rues d'avant sont bloquées pour rejoindre Ménanté ou je ne sais quelle destination. C'est des exceptions. Mais ce sont les exceptions. On va permettre aux gens de nous entendre à la maison. Quand nous parlons tous ensemble, tous à la fois, les gens ne nous entendent pas. C'est certainement parce que au niveau du carrefour Bénin-Marché, que les issues sont bloquées, que le monsieur qui a quitté Kota, là, il prend toujours le bitume plutôt que la piste cyclable pour venir à Cotonou. Est-ce que c'est à cause de l'issue qui est bloquée au Bénin-Marché? Je n'ai pas ça. C'est une mauvaise volonté. Et il faut le dire. De la part des citoyens. Mais vous voyez parfois des 4 roues sur le trafic local qui ne sont pas sur la chaussée. Mais et aujourd'hui, moi, je pense que la rigueur que les forces de l'ordre avaient face à ce phénomène, elle a diminué. Peut-être qu'ils ont compris les causes. Je ne sais pas comment. Simplement parce que quand on insiste, les populations, il y en a qui décèdent. Alors, avant de d'aborder le sujet, moi, je voudrais rendre Franck, on va finir parce que le temps est parti. Hommage à un monsieur, Louis-Philippe Oundéon. Si aujourd'hui, les Cotonois portent le casque qui leur fait du bien parce que ça protège leur vie. Mais il en a entendu. Mais il a réussi cette mission-là quand il était encore aux affaires. Moi, je pense que William est en train de cautionner l'incivisme qu'il dénonce. C'est pas bien. Il est en train de lorsque vous empruntez votre ZIM et qu'il refuse de passer au niveau de la piste cyclable, et vous-même, vous êtes heureux de le voir passer avec sur votre gros sac. Et empêcher, par exemple, le docteur de manœuvrer. Ça, c'est des insultes. On insulte du matin au soir et que vous trouvez qu'il y a... Non, ça, c'est des exceptions. On ne peut pas arrêter les travaux parce qu'on veut permettre à des motos d'emprunter une piste cyclable. On doit réparer pour leur permettre d'avoir les commodités pour mieux circuler. Moi, je pense que c'est de l'incivisme. Et on devrait instruire les forces de l'ordre à être intransigeantes sur la question, sur ce comportement-là, et à les punir. Mais il y en a qui le font. Quand ils les retrouvent, on saisit la clé et on leur demande de venir payer de plus en plus. On doit pouvoir respecter les règles en matière de circulation. Parce que lorsque, un matin, moi j'ai vu un motocycliste qui a été écrasé par une voiture sur la chaussée, sur le bitume, parce que justement, il se faufilait. Oui, il se faufilait entre 2 voitures, 3 voitures. Parce que c'est les messieurs toujours pressés. Ceux qui sont en moto, ils sont toujours plus pressés que ceux qui sont en voiture. Mais c'est comme ça que c'est fait et on doit respecter. Le Béninois est têtu lorsqu'il s'agit de respecter les lois de la République. Non, on doit pouvoir. Du Béninois. Oui, c'est l'humain. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas ghanéen. C'est l'humain. Moi, je ne suis pas ivoirien. Mais je sais qu'au Bénin, nous sommes têtus lorsqu'il s'agit de respecter les lois, les principes que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Allez, les gars, merci beaucoup. Une nouvelle aventure hebdomadaire qui s'achève. Merci beaucoup pour le soutien, l'accompagnement et tout. Le merci n'est pas à la même hauteur à l'endroit de William, mais il sait. Merci quand même. Bonne journée à tous. Mesdames et messieurs, je ne vais pas dire que cette émission tire à sa fin, mais c'est quand même la fin déjà. Merci d'avoir été là. Merci à mon équipe technique qui m'a accompagné. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui font l'effort d'être fidèles. Merci à tous ceux qui accompagnent le mouvement.
Je vais dire à tous ceux qui nous suivent qu'on va reprendre le contact certainement lundi prochain. D'ici là, vous allez vous porter bien. Demain, ce sera un numéro spécial avec Wahab Alikwara qui sera aux commandes. Juste après moi, vous allez suivre la revue de presse de Idrissou Boukari. N'oubliez pas de rester fidèle au programme de Canal 3 Bénin. C'est la meilleure chaîne à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. La traque de soja a fait un mort et de blessés graves dans la commune de Kobli, département de l'Atakora. Le matinal livre l'information ce matin en premier titre et précise que c'est un militaire qui a été tué suite aux affrontements entre forces de l'ordre et population dans le village de Datori le mardi 5 décembre 2023. Selon les explications du maire de Kobli dans les colonnes du journal, il s'agit d'un paysan qui revenait du champ avec un sac de soja sur sa moto. Ce dernier a été pris dans une course-poursuite avec un douanier à bord d'un véhicule jusqu'à son domicile. C'est alors que le paysan a réussi à alerter la population qui est sortie à son secours. Le douanier lynché a pris la fuite, abandonnant son véhicule sur place. À la suite de cela, indique l'autorité communale, les éléments de la police républicaine sont venus faire les constats d'usage et ont apaisé la population en colère. Le douanier, quant à lui, a fait appel à 2 militaires afin de récupérer son véhicule. Mais ces derniers ont été violentés et ensuite évacués à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, où l'un d'entre eux a rendu l'âme. Le sort du douanier, quant à lui, reste inconnu selon le matinal. 635 opérations de lotissement annulées, peut-on lire à la une de Fraternité. C'est ce qu'a décidé le gouvernement selon le journal, au terme d'un rapport du Comité national de supervision sur la mission des pôles d'experts chargés de réviser avec les communes les opérations de lotissement remembrement urbain proposées à l'annulation. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, des irrégularités justifient cette décision. À en croire le quotidien, cette décision est subséquente au rapport des travaux du comité interministériel de mise en œuvre des mesures pour assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Au terme des délibérations du comité national de supervision, 810 dossiers ont été traités au lieu de 806 initialement retenus par le gouvernement. Certaines situations perçues au départ comme sous-jacentes à d'autres opérations s'étant révélées en réalité des travaux d'une certaine importance conduits avec des prestataires différents. La Nation revient également sur cette information qu'on peut lire en manchette et publie dans ses colonnes l'intégralité du Conseil des ministres du mercredi 6 décembre 2023. En cette période des fêtes de fin d'année, la police républicaine redouble de vigilance pour permettre aux populations de fêter en toute tranquillité. Dans cette perspective, selon le matinal, l'opération de fouille qu'elle a déclenchée porte déjà ses fruits. Dans la matinée du dimanche 3 décembre 2023, explique le Canard, un motocycliste et son passager transportant un colis suspect ont été arrêtés au point de péage et pesage de Kbedekpo dans le département du Zou. Lors de la fouille, le passager s'est enfui, abandonnant le conducteur sur les lieux. L'ouverture du colis suspecté, précise le journal, a permis de découvrir 30 kg de chanvre indien soigneusement emballés. Pour Fraternité, suivant les instructions du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey, le second a été arrêté par la police et mis à la disposition de l'OCERTID qui sera chargé de poursuivre la procédure. Merci de votre aimable attention.